10h41, je pense qu'on va démarrer. Bonjour à toutes et à tous. Absolument ravi d'être ici pour introduire cette intervention donc, dans cette belle bulle French Fab qui a un petit peu changé de physionomie d'ailleurs. Le sujet qui va nous occuper aujourd'hui, c'est comment réussir son projet de start-up industriel. Et juste avant, j'ai la lourde charge de faire une petite page de réclame pour une intervention qui aura lieu ici, également sur les startups industrielles, donc à 12h40. Donc restez bien ici et à 12h40, revenez si vous intéressez aux startups industrielles. Ce sera sur comment les startups industrielles et PME ETI peuvent contribuer au secteur de la défense. Et le premium, c'est qu'on aura le plaisir et l'honneur d'avoir le général Bruno Barat, qui est général d'armée de terre, donc, et en charge du commandement du combat du futur. Donc si vous voulez entendre parler un peu de technologie de drone et de comment on peut contribuer, ça va être un des sujets intéressants de la toute fin de matinée. Là, donc, le sujet qui va nous animer va porter donc, sur les startups industrielles. Donc, moi, je suis Malik Fiouane, je suis chez BPI France Conseil, en charge de l'accompagnement des startups industrielles. Et avec une équipe qui est absolument magnifique et deux collègues, donc Édouard Billet, Benoît Le Gall, que je salue de loin, qui n'ont pas pu être là parce qu'ils sont au charbon, et c'est pour ça que je les salue publiquement. On vous a concocté cette série d'interventions, donc avec celle sur la défense, celle-ci, avec l'optique de dire le climat environnant, il est très grisonnant sur l'industrie, sur les difficultés. Et l'angle qu'on a voulu y donner, finalement, c'est celui de c'est possible. Parce que la vérité, si on doit se parler de vérité, c'est que le monde n'est pas impossible aujourd'hui. Il est juste très contrasté entre des réussites qui sont magnifiques et puis finalement des configurations qui sont plus compliquées. Et ça, c'est vrai en start-up industrielle comme en PME ETI. Alors avant qu'on se lance dans un sujet dans lequel on sera obligé de vous dire que le marché de l'investissement il n'est pas facile et que c'est un des éléments sur qu'il va falloir contrecarrer, je profite de l'occasion pour féliciter certains de nos accélérés DO qu'on accompagne chez BPI France. Donc Superbranche qui a levé 13 millions d'euros, qui est Aerogel qui en a levé 18, Netri 5 millions d'euros également, Explicit 36 millions d'euros. Kylab 57 millions d'euros et Genomine 38 millions d'euros. Tout ça, c'est de la tech, ça va être de l'industrie. Et il me reste à présenter nos invités. Donc, on est avec Florence Robin, qui est également accélérée BPI France, Aéro et Néo, et qui est en très bonne trajectoire. Vincent Prété, donc, qui est adhérent de France Invest, qui a participé à une démarche qui sera annoncée aujourd'hui. Et donc qui est chez Aster Capital, qui est partenaire chez Aster Capital, et Aurélien Goyer, donc fondateur du média indépendant Industry for Good, et qui est COO de Start Industry, qui est l'association probablement la plus active en France, ou en tout cas une des plus actives, et qui représente les dirigeants et les équipes des startups industrielles pour faire valoir leurs besoins, leurs intérêts auprès des différentes parties prenantes. Et c'est à Aurélien que je vais céder l'animation de cette bulle. Je vous prie de les applaudir d'avance. Et merci à tous et bon big. Merci à tous. Merci Malek. Toujours de très belles introductions, Malek. Écoutez, je crois qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que chaque année BPI fait fort avec cet événement. En général, moi, j'arrive tout le temps juste avant mon intervention pour garder un peu les étoiles dans les yeux de la beauté du lieu. Puis il y a un autre élément que je voudrais partager rapidement, qui me semble important, et croyez-moi, je le dis avec sincérité. BPI France fait, au-delà de son rôle au quotidien sur le terrain, a probablement plus fait pour la cause et la communication des startups à vocation industrielle en France que toutes les autres fédérations et acteurs réunis. Il fait partie des acteurs importants qu'on fait émerger dans l'espace public et dans la presse, et aussi qu'on fait connaître auprès de la galaxie financière, ces acteurs qui ont un potentiel incomparable de souveraineté, de durabilité et d'emploi en France. Il y a quand même 3200 startups industrielles en France, ce n'est pas un épiphénomène. 50% d'entre elles sont flaguées comme Green Tech, donc câblées directement vers des sujets de reconnexion avec le vivant, et 30% d'entre elles sont Deep Tech. On va un petit peu en parler aujourd'hui. Et comme je suis très bavard, je me suis dit qu'on allait rentrer très vite dans le sujet. Si vous voulez découvrir ce que ferait faire Start Industry, Internet le fera très bien. Allez vous balader sur ce qu'on fait. Et puis on vous parlera d'une initiative assez marquante pour notre organisation et pour le monde de l'innovation, qui a été cofondée avec France Invest, mais on y reviendra un petit peu après. Je vais vous faire un petit peu de teasing.
Donc on va commencer directement par toi, Vincent. Déjà, on va parler de réalité du financement des startups industrielles. La question qui tue, Vincent, qui sera courte, sois bien attentif. Qu'est-ce qui rend une startup industrielle, je mets des guillemets, finançable? Alors, ce qui rend une startup industrielle finançable, il y a deux éléments. Il y a le côté startup et ensuite il y a le côté industriel. Donc, dans le côté startup, on va retrouver classiquement ce qu'on attend en capital risque. Donc, c'est une équipe. Une équipe de talent, une équipe ambitieuse qui maîtrise son marché et qui voilà, va faire la différence. Le deuxième sujet, c'est un produit capable de générer des effets d'échelle. Donc ça, c'est le côté startup, c'est assez classique. Après, il y a le côté industriel. Alors, le côté industriel, ça veut dire aussi CAPEX industriel, unité de production, et ça coûte cher, ça, c'est long, et on itère beaucoup moins vite que dans le digital. Donc, on attend principalement deux éléments du côté d'Aster, et sur le fond que je suis en train de lever. Le premier, c'est un avantage technologique significatif qui va permettre d'exercer sur le marché un niveau de prix relativement élevé, donc avoir des marges brutes très significatives pour la startup. Et le deuxième élément qu'on regarde, c'est un modèle économique qui, notamment à travers de revenus récurrents, va permettre d'accélérer la rentabilité de la start-up pour que les investisseurs puissent trouver un horizon de sortie qui ne soit pas au-delà de 15 ans. Petite question piège, j'aime bien les questions pièges. Est-ce que tu penses quel est pour toi le niveau de compréhension globale des porteurs de fonds et de capitaux privés de ce qu'est vraiment une start-up industrielle et de ses particularités? Est-ce qu'on est encore dans la situation un peu galvaudée de se dire non mais quand on est investisseur, moi quand même le digital c'est des multiples plus rapides, je vais peut-être plus encore regarder la tech avant de me pencher sur l'industrie, ou est-ce que tu sens qu'il y a quand même un pivot qui s'opère et qui représente de l'intérêt des fonds privés pour les start-up industrielles, un intérêt réel et assumé? Alors il y a un pivot qui s'opère, mais surtout il y a un grand oubli. Ça fait plus de 50 ans qu'on vit dans un monde qui est faiblesse, et ça fait plus de 30 ans que le capital risque finance principalement du digital. Et donc face à cet oubli, des acteurs comme France Invest ont lancé différentes commissions. Donc il y a une commission industrie qui réfléchissait déjà de longue date sur ces sujets, mais aussi une commission venture qui a décidé d'aller un cran plus loin pour justement partager cette ambition de soutenir en capital risque les startups industrielles. Et c'est la raison pour laquelle on a lancé ces groupes de travail avec Start Industrie pour poser les bases d'un référentiel commun et recomprendre ce que ça veut dire de financer du CAPEX industriel. Alors on n'a clairement pas toutes les solutions aujourd'hui. En revanche, il y a un premier livrable qui va bientôt être mis à disposition et qui redonne aux uns et aux autres, entrepreneurs et investisseurs, des clés de lecture sur le temps long, comment ça se finance, quels jalons il faut atteindre pour éventuellement débloquer des tranches de financement supplémentaires. La bombe est lâchée, un nouveau référentiel commun. Restez attentifs à ces mots, ils seront importants pour la suite. Florence, quelles sont tes attentes en tant que start-upeuse depuis maintenant quelques années, bientôt 10 ans, plus 10 ans, 9 ans. Quelles sont tes attentes et par extension, quelles sont tes frustrations à l'égard de ce que tu attendrais des porteurs de capitaux privés aujourd'hui? Bonjour à tous. Alors j'ai deux casquettes aujourd'hui. J'ai la casquette effectivement entrepreneuse, mais aussi Start Industrie, puisque je suis membre du board également. Et donc on discute avec beaucoup d'autres startups industrielles. Et ben, nos attentes, c'est qu'on soit compris par les fonds d'investissement, forcément. Et c'est pour ça qu'on a fait ce référentiel commun. Et d'ailleurs, une chose très intéressante, c'est quand on l'a fait, donc il y avait un groupe d'entrepreneurs, un groupe d'investisseurs. On a eu des questions, donc une sorte d'enquête, et les résultats étaient complètement différents. C'est-à-dire que les visions ne collaient pas. Un exemple, en série A, les investisseurs pensaient que les entrepreneurs n'allaient pas utiliser les fonds en R&D. Il y avait quasiment 0, je crois, sur la ligne de leur côté, alors que tous les entrepreneurs avaient répondu avec un fort pourcentage de R&D à ce niveau-là. Donc voilà, il y avait vraiment des grandes différences de compréhension. Et donc on a travaillé énormément sur ce référentiel. C'était un des points qui me manquait, je pense, pour donner une grille de lecture pour que les fonds d'investissement puissent enfin comprendre comment investir dans les startups industrielles. Et s'ils ont su le faire dans les medtech ou dans ces entreprises ou biotech, etc., qui sont sur des temps longs, on pense qu'ils pourront le faire aussi sur les startups industrielles, puisque finalement ça ressemble beaucoup. Et il y a cette notion de certification souvent de produits ou de production industrielle à un moment donné qui va ouvrir le marché. Mais avant d'arriver là, c'est vrai que c'est très long et il y a des grandes périodes où jusqu'à maintenant qui ont été beaucoup comblées par des fonds publics, par des subventions, par des avances récupérables, par tous les
les, les dispositifs financiers qui existent, que ce soit au niveau de la France ou au niveau de l'Europe, et c'est vrai qu'il en a eu existé beaucoup ces derniers temps. Alors bon, on va voir pour les années prochaines comment ça va être. Mais c'est vrai qu'il y a eu quand même près de 3000 startups industrielles qui ont été créées depuis quelques années. Et sur ces 3000 startups industrielles, soit effectivement elles vont trouver des repreneurs ou des fonds d'investissement qui vont continuer, grâce à eux, ils vont pouvoir continuer leurs aventures. Voilà, donc en fait je pense qu'on est vraiment à un moment de vérité, pour reprendre le thème, un moment de vérité pour ces 3000 startups industrielles aujourd'hui qui vont soit réussir, soit ne pas réussir par les voies que tout le monde connaît, c'est soit les grosses levées de fonds, soit les cessions à des grands groupes. Voilà. Et nous-mêmes, on en est là. Merci beaucoup. Mais le parcours de l'Imatech est passionnant, hein. Il est fait. Il y a eu évidemment des montagnes russes, mais je pense que ça représente. Les montagnes russes sont présentes dans 100% de la vie des entrepreneurs, mais chez les start-upers industriels, il y a quand même. Ce phénomène est quand même bien exacerbé. En deuxième partie, je voulais qu'on parle des bonnes pratiques et des écueils. Vincent, pour toi, c'est quoi les 4 grands pièges dans lesquels une start-up peut plonger les 2 pieds joints? Est-ce que c'est une usine trop tôt, une usine surdimensionnée, un BFR, le commercial qui est oublié? Voilà, c'est quoi les 4 points majeurs qui te viennent à l'esprit? Merci Aurélien. Effectivement, moi j'ai eu le privilège de financer une quarantaine de startups industrielles là, ces 4-5 dernières années. Et chez Aster Capital, on a 25 ans d'expérience en capital risque industriel, notamment dans les domaines des nouvelles énergies, des nouvelles mobilités, avec l'idée de transformer l'économie, notamment là où le climat nous attend. Fort de ces expériences, on identifie 4 grands écueils pour les startups industrielles. Le premier, en général, c'est que le business plan n'a pas prévu qu'il faut un deuxième prototype. Vous avez un premier prototype industriel, ça valide à peu près 60% de la technologie, mais comme on a mis toute l'énergie dans la techno, on s'est trompé de cas d'usage. Donc il faut un deuxième proto. Souvent, celui-ci, il n'est pas prévu dans le financement. Et avec ce deuxième proto, on va valider à peu près 80% de la techno et à peu près les cas d'usage. Et donc là, on commence à décoller. Ensuite, en série A, on a un deuxième écueil. L'écueil, c'est souvent l'entrepreneur vient nous voir et nous dit « Mon usine est trop petite, j'arrive pas à vendre assez ». Et notre objectif, nous, c'est de plutôt se dire « On reste dans l'atelier, c'est probablement très insatisfaisant, mais notre objectif, c'est de vérifier qu'il y a un marché. Et donc, on va vendre le plus possible et apprendre à gérer le process industriel. » Troisième écueil, on va plutôt être en pré-série B. On commence à monter en cadence dans la production. Et là, on a un trou de BFR. Les banquiers ne savent pas venir trop tôt. Et c'est normal. Leur job, c'est de financer des boîtes rentables. Et à ce moment-là, on n'est pas encore BFR rentable. Pour les gens qui seraient... Alors, le besoin en fonds de roulement, concrètement, quand vous êtes une start-up industrielle, vous devez acheter vos composants qui vont aller dans votre produit plusieurs mois à l'avance. Et vos clients vont vous payer plusieurs mois en retard. Et donc, vous allez avoir 6, voire 9 mois à porter la trésorerie pour le compte de vos clients. Et ça peut vous tuer. Moi, j'ai financé à Toulouse une start-up qui était à 2 doigts de signer un contrat à 3 millions. Il fallait sortir 1,5 million en BFR. Et la boîte est partie au tapis alors qu'elle avait 3 millions de contrats. Et quatrième et dernier enjeu, là, on se rapproche de la série B. Donc, votre start-up, tout doucement, elle se rapproche des 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a des indicateurs de rentabilité tendancielle. Et là, il s'agit de créer un outil industriel qui va pouvoir servir un marché qui est avéré. On a la conviction qu'il y a un marché. Là, par contre, il y a 2 risques. Le risque d'avoir une usine beaucoup trop grande, et ça c'est le risque classique en capital risque, avec des grands cas d'échec qui sont aujourd'hui des cas d'école sur lesquels on peut apprendre. Northvolt notamment, dans les pays scandinaves, où on a 7 milliards qui sont partis en fumée, 7 milliards d'apprentissages. Et donc beaucoup de fonds ont fait ces apprentissages, des vrais rétex sur le sujet. Il y a d'autres sociétés qui ont visé trop grand, trop vite. Donc là, il faut faire attention. Passer d'une échelle taille 1 à une échelle taille 100, c'est probablement beaucoup trop gros. Il faut peut-être envisager des échelles de taille intermédiaire. Et puis il y a l'écueil aussi de l'usine qui reste trop petite. Et là, on n'aura jamais d'effet d'échelle. On ne sera jamais rentable. Voilà les 4 écueils. Super intéressant. En fait, beaucoup les start-upers industriels ont essuyé des plâtres ces 10 dernières années en devant apprendre tout ça sur le terrain. L'idée de Start Industrie, c'est aussi de réunir des gens qui est des entrepreneurs qui entreprennent depuis longtemps, d'autres qui commencent pour pouvoir justement se filer un coup de main tout simplement et puis limiter les risques et augmenter la connaissance et le savoir-faire de ces startups, mais de manière un peu collective. Ça paraît basique, mais c'est extrêmement important. Florence, si tu reviens sur le parcours de l'Imatech, et puis redis-nous quelques mots d'un point de vue ce que ça représente en termes de produits et de potentiel d'Imatech, c'est important. Si c'était à refaire, comment tu sécuriserais ta trajectoire, peut-être différemment, ou au contraire, si c'était à refaire, tu ferais la même chose? Comment ça marche? Comment on sécurise, et si tant est que ce soit possible par ailleurs?
Alors l'Imatech, en quelques mots, donc c'est une start-up industrielle deep tech issue du CEA, créée en 2016. On fabrique des batteries au lithium pour l'aéronautique. Donc c'est des batteries qui démarrent les avions que vous prenez actuellement à 320, etc., etc. Donc comment on a un côté green? Eh bien en réduisant le poids des batteries actuelles qui sont au plomb ou au nickel-cadmium, et on les remplace par du lithium qui est 3 fois plus léger et pas toxique. Voilà. Et donc on peut économiser jusqu'à 2 millions de tonnes de CO2 en 5 années de commercialisation pour le côté green. Bon voilà, donc ça c'était la big picture de l'Imatech. Aujourd'hui, on a réussi nos certifications aéronautiques, donc on est certifié par l'UASA, l'agence européenne, et on a aussi une production une usine de 1200 mètres carrés avec une ligne de production certifiée aéro. Donc tout ça, ça a été un grand travail. Alors, est-ce que j'aurais pu faire les choses autrement? Sûrement. On peut toujours faire mieux, j'imagine. Aujourd'hui, c'est vrai que ça a été les montagnes russes, hein, comme tu l'expliquais. C'est-à-dire qu'au départ, on commence par faire sa première levée de fonds. Donc nous, ça a été des business angels. J'ai eu la chance d'être dans un domaine aéronautique et de les avoir rencontrés sur un aérodrome. Donc, c'était des personnes qui avaient des aéronefs voilà, et qui étaient aussi chefs d'entreprise. Donc ils m'ont aussi beaucoup accompagné dans les débuts. Ensuite, du coup, il a fallu faire sa deuxième levée de fonds. Donc là, c'était assez difficile de convaincre des fonds d'investissement parce que start-up industrielle, à l'époque, c'était un oxymore, ça n'existait pas. Et en plus de ça, c'était aéronautique. Alors les temps sont longs et personne ne pensait qu'on pouvait réussir à certifier. Donc là, on s'est tourné vers des plateformes de crowdfunding. Et finalement, c'est un industriel qui est rentré au capital également. Donc on a fait crowdfunding plus industriel. Donc ça a été la deuxième levée de fonds. Et puis après ça, on a tricoté. J'appelle ça comme ça. On a tricoté avec des subventions, avec des avances récupérables, avec des obligations convertibles, en gros tous les systèmes qui existaient. Et de cette manière-là, on arrivait quand même bien à continuer. Et puis on a tenté l'EIC Accélérateur en 2020. Et ça a été vraiment le basculement. Parce qu'on est arrivé du coup deuxième sur 2071 dossiers. On l'a réussi du premier coup et ça nous a ouvert 12 millions d'euros d'un coup. Donc c'est là où on a pu commencer à construire l'usine. Suite à ça, on a fait les plans France 2030. Donc c'était au moment où la BPI avait mis en place aussi tous les projets première usine, etc. Donc on a pu aller récupérer encore de cette manière-là près de 3 millions d'euros de subventions. Et donc ça, tout mis bout à bout, fait qu'on a réussi nos objectifs de certification aéronautique. On a réussi à signer notre premier contrat client sur 20 ans avec un potentiel de 13 millions d'euros annuels. Et aujourd'hui, on est vraiment dans un choix où c'est soit on fait une grosse levée de fonds, soit ça doit être un industriel. En gros, on en est là. Donc ça, c'est un peu le parcours. Et ce que vous comprendrez en fait dans tout ce parcours, c'est que j'ai aucun fonds d'investissement. Et ça, c'est assez rare, mais en fait, dans les startups industrielles, c'est plutôt fréquent parce qu'on n'a jamais réussi finalement à parler le même langage, à ce qu'ils comprennent nous là où on en était. Ils voyaient trop de risques, c'était aéronautique. En plus, bon, il n'y a pas beaucoup de fonds qui viennent dans l'aéro, donc c'est vrai qu'on rentrait pas dans les cases forcément. Et c'est vrai que c'était vraiment une grande période où il y avait quasiment pas de levier financier en termes de VC, mais on le voit d'ailleurs dans les échelles. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les échelles de maturité des startups. On voit que en fait finalement, toute la première partie des startups industrielles, c'est pas à ce moment-là que les fonds interviennent. Ils vont intervenir plutôt quand le chiffre d'affaires commence. Donc finalement à la fin. Et le problème, c'est que pour construire l'usine, pour finaliser la R&D, alors la R&D encore, on arrive à trouver beaucoup de... Peut-être plus dans le futur, mais en tout cas dans le passé, on trouvait pas mal d'aide pour la R&D. Par contre, pour l'industrie, il y a eu le plan France 2030, mais bon, c'était que 30%, donc il fallait trouver le reste. Donc c'est vrai que c'est le moment où on en a le plus besoin pour monter les usines, qu'il y a le moins de fonds, parce que on nous répondait que c'est beaucoup de capex et on ne sait pas si le marché est là. Voilà. Super intéressant la chronologie. On voit qu'en fait vous devenez des experts en tricotage.
ce qui est intéressant, mais qui à la fois prend énormément d'énergie quand on devrait être en train d'essayer de travailler et de délivrer. Merci. Donc, je vais pouvoir faire l'annonce qu'on attendait tant. Alors, vous, peut-être pas, parce que vous n'étiez peut-être pas spécialement au courant, mais nous, ça fait 6 mois qu'on bosse là-dessus avec France Invest, qui est un partenaire important pour Start Industrie, et soutenu par Arthur Delittle, un cabinet qui a une expertise très forte sur le sujet des passages à l'échelle des startups industrielles. Donc en fait, à l'heure où je vous parle, devrait être publié un communiqué de presse et devrait être en accès téléchargeable un nouveau référentiel. C'est un référentiel commun entre start-up industrielles et fonds privés. On a mis dans une même salle une vingtaine de patrons de fonds privés, une vingtaine de patrons de start-up industriels qui pendant 4 fois 2h30 ont échangé, se sont mis d'accord, se sont disputés, n'étaient pas d'accord, ont travaillé en tout cas vers une forme de direction commune sur le parcours et les livrables nécessaires pour une start-up industrie qui permettent en fait de dérisquer un modèle. Dérisquer un modèle, c'est rassurer un fonds qui va y retrouver les critères nécessaires pour y voir un potentiel. Et la start-up industrielle aussi, de mieux se faire comprendre et de faire un pas supplémentaire vers les critères parfois mal compris et évolutifs par ailleurs des porteurs de capitaux privés qui sont par ailleurs très différents. Il y en a des très gros, des plus petits, des plus ou moins spécialisés. Comment on leur parle sur une base commune? Et c'est pour ça que ce référentiel commun est un document qui, je pense, fera date dans le monde de l'innovation et en particulier dans le monde des startups industrielles. Aujourd'hui, depuis 2023, sur les 3200 startups industrielles, il y en a entre 500 et 600 qui ont levé des fonds entre 1 million et plus. Peut-être que ce document accompagnera ces startups-là qui ont déjà levé à lever plus à l'avenir, mais aussi des startups qui n'ont pas encore réussi à lever de capitaux privés, à le faire dans les meilleures conditions. Donc évidemment, on vous invite à aller sur le site de France Invest ou de Start Industrie pour vous procurer ce document. C'est assez cossu. C'est un document qui est intense, mais qui est aussi extrêmement concentré en valeur. Donc on vous laisse vous l'approprier, le partager autour de vous auprès des entrepreneurs et autres dirigeants de jeunes pousses industriels. C'est extrêmement important pour tout cet écosystème. Et c'est aussi une façon de se réaligner avec, merci, c'est aussi une façon de se réaligner avec aussi les pouvoirs publics. Sur le sujet des fonds, puisqu'on rappelle que des fonds publics, on en a en France, mais ils doivent bien souvent s'adosser à des fonds privés, comme l'expliquait Florence. On va continuer rapidement, Vincent et Florence. Selon vous, et je vous pose la question à tous les deux, comment on peut renforcer l'alignement entre justement fonds, pouvoir public et entreprises? Alors naturellement, au-delà de l'excellent outil développé par Start Industrie et France Invest, bien évidemment, mais en général, comment on pourrait favoriser une compréhension commune, selon vous? Je pense que le meilleur moyen de favoriser la compréhension commune, c'est d'avoir des cas concrets. Aujourd'hui, on a quelques très belles startups industrielles qui sont en train d'explorer la partie haute de la trajectoire. Je pense à des sociétés comme Vercor en France, avec lesquelles notamment on est en train de concevoir, alors je dis on, c'est collectivement, je ne suis pas au capital de cette société, de trouver donc des modalités qui permettent d'associer banquiers, pouvoir public en subvention, en facilitation d'installation locale, notamment sur le foncier industriel, et fonds privés. Donc on parle de contrats d'off-take. Et donc ce qui existe aujourd'hui sur des niveaux de valorisation très élevés, avec des sociétés qui ont levé des centaines de millions, moi je pense que c'est un combat qu'il faut essayer de rapporter sur des startups plus petites, en série A, série B, et s'inspirer de ces bonnes pratiques pour aligner réellement et montrer que parce qu'il y a un marché, certes encore en devenir, mais il y a un marché, banquiers, investisseurs privés, pouvoir public, on peut travailler, pas forcément sur des centaines de millions, déjà peut-être sur quelques millions, pour justement couvrir ce passage du gué. Aujourd'hui, on a beaucoup de startups qui sont au milieu de la rivière, et il faut quand même qu'on puisse les aider à traverser, et tout le monde n'a pas encore des jambes de géant. Florence, quel commentaire là-dessus? Est-ce que tu as senti un espèce de manque d'alignement, de compréhension sur les enjeux? C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a les porteurs de cette communauté des startups industrielles, on est un peu parfois frustrés, parfois très contents, mais parfois frustrés, parce qu'on a l'impression tout le monde parle d'industrie, tout le monde est à peu près d'accord sur le fait qu'il veut réindustrialiser, et pourtant les startups industrielles qui sont clairement les ETI, grands groupes de demain, elles sont parfois un petit peu seules dans cet écosystème. Oui, d'ailleurs, c'était il y a 2 ans à peu près. Il y avait un événement où c'était Nicolas Dufourcq d'ailleurs qui avait pris la parole et qui avait expliqué aux personnes qui étaient là que ça pouvait pas être la start-up industrielle nationalisée, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils peuvent aider, ils peuvent donner beaucoup de fonds, etc. Mais ils s'adressaient directement aux fonds privés, du coup.
en disant que BPI ne pouvait pas faire le travail tout seul, quoi, et qu'à un moment donné, il fallait qu'il y ait un relais. Et 2 ans après, le relais est en train de se mettre en place et beaucoup de gens y travaillent. Je dirais que c'est pas encore ça, mais on espère qu'à l'avenir, ce sera plus simple. Et nous-mêmes, quand on travaille dans tous ces... on a fait beaucoup d'ateliers, d'enquêtes, etc. On sait que c'est pour les générations futures, ce ne sera pas applicable pour nous, mais au moins, on espère que dans le futur, ça va s'améliorer. C'est vrai que c'est des fois frustrant, mais on fait tout pour. Et je pense qu'on est 3000 startups industriels à œuvrer dans ce sens-là. Et beaucoup de fonds d'investissement. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a quand même une entraide qui se fait pour essayer de se comprendre, pour essayer de voir ce qui est possible, pour arriver à allier les enjeux et puis les objectifs communs, quoi. Merci Florence, merci Vincent. Je pense que l'idée, c'est aussi la question sous-jacente, c'est comment est-ce qu'on fait que ces startups et startups industrielles deviennent des grandes entreprises qui portent de la souveraineté française et de la compétitivité française également, sans systématiquement suivre le chemin du rachat ou de l'exit. On veut donner les moyens à ces entreprises aussi de grossir et de devenir des acteurs européens, mondiaux, comme c'est parfois déjà le cas. Donc on est au demeurant toujours challengeant chez Start Industries, mais extrêmement optimiste parce que c'est notre rôle et que ces startups, il y en a un certain nombre qui montrent la voie et on est certain que l'avenir et l'horizon doit être positif pour cet écosystème. On vous propose, si vous le voulez bien, on garde un petit peu de temps, vous voyez, on a respecté nos timings. Est-ce qu'il y a des questions dans le public, une question ou deux? On a des questions pour une question ou deux. Je vous passe mon micro, madame. Bonjour, alors je suis là depuis quelques temps, avant le premier atelier, sauf que depuis je vous entends parler d'investisseurs. Mais on parle de start-up. J'aurais bien aimé que vous commenciez dès le début, c'est-à-dire que comment on fait déjà pour attirer les investisseurs? Comment marquer, c'est-à-dire que pour arriver à être cette start-up remarquable, on part sur quel secteur d'activité, on part sur quel point, on investit sur quels critères et tout, parce que vous savez que les investisseurs aujourd'hui s'intéressent à des critères. Quels sont ces critères en réalité pour intéresser les fonds et quels sont ces fonds? Puisque vous parlez des fonds, ça reste encore un mystère alors qu'on est là pour apprendre, on n'est pas là tous les jours avec vous. Vincent, je te laisse la parole et je vous précise quelque chose. Il y a un outil qui s'appelle le radar BPI France Innovation qui justement ne doit pas passer sur le radar pour vous. C'est un outil qui répertorie toutes les levées de fonds qui ont eu lieu par catégorie, par domaine. Ça s'appelle le radar de l'innovation. C'est sur la plateforme Dealroom. C'est extrêmement facile à utiliser et c'est très, 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 très puissant. Honnêtement, ça a été communiqué. Je pense que ça aurait pu être 10 fois plus communiqué tellement cet outil est important. Donc le radar de l'innovation Start Industries. Ça parle de Green Tech, Deep Tech et ça parle de secteur. Et vous avez le nom des fonds qui ont investi où et combien. Et par rapport aux critères, en fait, les fonds surtout investissent dans des équipes qui sont persuadées qu'elles vont changer le monde au travers de leurs projets. Donc moins que des critères, c'est surtout en fait des équipes qu'on vient soutenir. Donc effectivement, après, quand le projet gagne en maturité, on va regarder un certain nombre de critères, notamment des jalons technologiques, des jalons commerciaux, des jalons de process industriels, de structuration managériale. Mais réellement, au démarrage, ce qui fait la différence, c'est les porteurs de projets et leur volonté de bouger les lignes. Venez à côté de nous, voilà. C'est un peu Jacques Martin, mais bon, passons. J'avais pas prévu de venir sur scène. Bonjour, moi je représente l'Union Invest, donc agence de développement économique de la région lyonnaise. On est à Paris, c'est magnifique, il y a beaucoup de startups à Paris. Comment on fait pour encourager à la fois des fonds et des startups pour venir s'installer en région Est-ce qu'il y a un écosystème favorable selon vous pour des startups de venir s'installer à 2 heures de Paris? Très bonne question, très très bonne question. Bon, déjà 75% des sièges des startups industrielles ne sont pas à Paris. Ce qui nous cause d'ailleurs pas mal de temps dans les trains de France et de Navarre, parce qu'évidemment les sièges des entreprises et encore plus souvent les usines ne sont pas ici. Je vais laisser Florence répondre sur la partie accueil favorable. On lance quelque chose, une étude et une publication à nouveau très, très ambitieuse avec la DGE, France Foncier Plus, pour essayer de comprendre quels sont les besoins très précis et évolutifs des startups et scale-up industrielles françaises. Parce que non seulement ils sont particuliers, mais en plus ils bougent très vite. Et donc restez connectés parce qu'on en parlera assez régulièrement. Et en effet, le rôle des acteurs locaux sont extrêmement importants. Florence, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, alors
le lieu est super important. Nous, par exemple, on n'était pas à Paris. On a commencé à Grenoble. Après, on est allé à Toulouse. On a gardé cette double implantation pour allier la vallée de l'électronique à la vallée de l'aéronautique. Par rapport à ce qu'on faisait, ça paraissait logique. Et puis, que plus tard, on a mis un petit bureau à Paris parce que c'est vrai que y a quand même beaucoup de choses qui se passent ici et c'est plus simple. Mais on a été très bien accueillis par les deux régions. Et quelque part, l'écosystème est même plus facile en région aujourd'hui que sur Paris, au niveau de l'implantation des usines déjà, parce qu'il faut trouver la place, etc. Par contre, après, c'est plus difficile quand on fait des inaugurations de ramener les Parisiens, quoi. On y travaille. Vincent, un dernier commentaire. Oui, moi je remercie les questions parce que c'est vraiment au cœur de notre stratégie d'investissement. Avec Aster Capital, le fonds que je lance, Aster Industrial Venture, on veut être le fonds de capital risque industriel de référence de la façade atlantique. Et notre conviction, c'est qu'il faut ancrer les startups dans leur écosystème de référence. Pourquoi ? Accéder aux talents, donc avoir les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, les universités à proximité. Ensuite, avoir des industriels, potentiellement des concurrents ou des fournisseurs à côté. Ils n'ont qu'à traverser la route pour venir travailler chez nous, dans nos startups. Et ça, c'est exceptionnel. On amène beaucoup de maturité. Du partage d'infrastructures aussi. Si vous avez la possibilité d'avoir des infrastructures hyper pertinentes pour votre startup en face de chez vous, c'est exceptionnel. À Bordeaux, je lance une petite société qui est un futur lanceur spatial. Et ils ont la possibilité d'aller tester leur moteur fusée sur les installations de la DGA qui est juste en face. On n'a pas besoin de refinancer une nouvelle infrastructure. Donc jouer dans son écosystème de référence, vraiment ancré localement, c'est possible. Et c'est vraiment comme dans Ratatouille, le talent peut survenir n'importe où. Il faut juste l'accompagner et faire en sorte qu'il y ait les bons ingrédients autour. Merci à tous. Alors je vais faire ma conclusion d'une façon très très simple. Je vais remercier à nouveau France Invest. Si vous avez des questions sur France Invest, que vous êtes porteur de fonds, operating partner ou quoi que ce soit, la personne qui est juste ici vous répondra à toutes vos questions. Désolé si tu avais des rendez-vous après. Par ailleurs, Arthur Delittle, les équipes qui sont là, qui sont le cabinet qui est aux portées, vous levez la main, le monsieur qui est juste ici. Si vous avez des questions sur les sujets, sur le passage à l'échelle, etc., n'hésitez pas. Ces gens sont brillants, ils nous ont beaucoup aidés. Et puis enfin, merci aux équipes Start Industrie et à tous les start-upers et tous les porteurs de fonds qui ont contribué à ces ateliers qui étaient intenses, parfois durs sur l'homme, parce que des paradigmes différents, mais qui ont donné lieu à un asset dont on est extrêmement fiers. Donc parlez-en autour de vous, le référentiel start-up industriel fonds privé. Vous en entendrez parler probablement que vous le veuillez ou non, mais en tout cas voilà, aidez-nous à porter la bonne parole. Et puis évidemment, si vous avez des questions, on est à votre disposition. Passez une bonne journée sur Big.